les gens arrêtent pas de me dire c'est impossible pour toi de réussir. C'est impossible parce que personne l'a fait même. C'est toujours impossible jusqu'à quelqu'un le fasse. Donc tu dois te décider, est-ce que tu veux être celui qui va faire l'impossible ou tu vas laisser quelqu'un d'autre faire l'impossible devenir possible. Je veux être celui qui crée quelque chose, qui fait l'impossible pour qu'après tous les gens qui le font suivent mes traces et disent ok, c'est ça, laisser un legacy. Il y a des gens qui disent que tu peux pas réussir parce qu'eux ils ont pas réussi. Puis je pense que c'est pour ça que c'est important de garder tes rêves pour toi puis de protéger tes rêves. Quand on a une idée, on veut le dire à tout le monde puis on expecte à ce que les gens croient en la vision aussi. La majorité des gens ne vont pas comprendre, même si c'est tes amis proches, ta famille. Travaille dans le secret puis laisse les résultats parler pour toi. Puis quand justement les résultats vont arriver, c'est là qu'ils vont commencer à croire en la vision. What's good, guys? Moi, c'est DK. Moi, c'est YG King. You're watching Growing Pains. Let's get it. Alright, guys, sur le sujet d'aujourd'hui, ça va être c'est quoi les choses qu'on aurait voulu savoir à 17 ans? Parce que je pense qu'on est tous passés par là, secondaire, cégep. So, je pense que 17 ans, c'est l'âge où tu finis le secondaire puis que tu t'en vas au cégep. So, je pense que c'est important d'avoir des bonnes bases puis savoir certaines choses qu'on a appris live à un âge plus élevé, mais qu'on ne savait peut-être pas quand on était plus jeune. C'est une étape. C'est la dernière étape avant de devenir adulte. Donc, il y a beaucoup de... En fait, quand tu as 17 ans, tu as plein de questions que tu te poses. Puis, je trouve qu'on n'en apprend pas assez sur c'est quoi être adulte. Beaucoup de choses que les gens ne disent pas. Qu'on n'apprend pas à l'école, exemple, comment déclarer ses impôts. Toutes ces affaires-là, c'est des trucs que moi, je trouve que c'était un must en tant qu'école de montrer à un élève. Parce que l'élève, il sait faire le truc de Pythagore, whatever. Mais après ça, il vient pour avoir 18 ans, il ne sait pas comment déclarer ses impôts, il ne sait pas comment faire ci et ça. Moi, je trouve qu'il faut vraiment travailler sur le système qu'on a en ce moment pour préparer les jeunes à l'âge adulte, préparer les jeunes au vrai monde, parce que souvent, on croit que le secondaire, c'est toute une vie. Comme quand tu es dans le drame du secondaire, tu crois que c'est juste ça qui est en ce moment ta vie, mais tu te rends compte que la vie, c'est plus que juste ça. Mm-hmm. Puis aussi, un autre bail que j'avais oublié beaucoup de faire, c'est de enjoy quand tu es jeune, parce que c'est là tu n'as pas beaucoup de responsabilités. Tu peux vraiment enjoy, être avec tes amis et tout, jouer à la PS4, parce que quand tu rentres dans le monde adulte, c'est là que les responsabilités commencent. Donc ça serait un bon point. Le premier point qu'on pourrait nommer, c'est littéralement c'est enjoy le moment présent. Mm-hmm. Comme il dit, quand tu deviens adulte, ce qui arrive, c'est que souvent, t'as moins le temps, t'as des responsabilités, t'as moins de choses, t'as moins de temps pour aller chiller, jouer à la console. Alors que quand t'es jeune de 17 ans, tu peux te connecter sur la PlayStation, tu peux appeler tes amis. On te dit souvent go hustle. Mais to be honest, at the same time, tu dois profiter du moment paisible que t'as pour... Il y a des amis que en ce moment je vois plus depuis presque un an. Pourtant, c'est mes day one. Un de mes amis de plus longue date, je l'ai pas vu depuis presque un an. Pourquoi? Parce que c'est juste en grandissant. C'est ça qui arrive, c'est que quand tu grandis, tu n'as plus le temps pour les voir parce que vous êtes dans différents cégeps. Souvent, le secondaire, vous vous retrouvez parce que c'est le secondaire du quartier. Alors que rendu au cégep, c'est dépendant de qu'est-ce que tu choisis. Ça va t'amener, le programme que tu choisis, ça va t'amener à un cégep différent de ton ami. Puis aussi, les notes aussi vont t'amener à un différent endroit aussi. Puis l'influence de tes parents. C'est plein de choses rentrent en compte que au secondaire, tu ne calculais pas parce que le secondaire, c'est comme c'est juste l'école du quartier, c'est celui que tout le monde va. Mm-hmm. Tu te rends pas compte à quel point rendu au cégep, tes amis, tu les vois plus souvent. Ceux que tu vas traîner avec, c'est souvent juste à l'école. Tu crées aussi moins de liens en passant. Ça va être très rare de créer des fortes amitiés au cégep parce que ce qui arrive souvent, c'est qu'au cégep, les gens sont plus fermés sur eux-mêmes. Si tu n'as pas d'amis en commun, il y a peu de chances que vous deveniez amis. C'est juste ceux que tu as des amis en commun ou tes amis que tu avais déjà avant le cégep que tu vas parler. Puis eux, si tu n'es pas dans le même school, vous allez presque pas vous voir parce que c'est encombrant. Et c'est une étape très importante le cégep parce que c'est très encombrant. Ça te demande la discipline, beaucoup de focus, puis un horaire chargé. Mm-hmm. Donc, c'est un bon point à nommer. C'est vraiment profiter du moment présent avec tes amis, avec tes proches et faire des activités que peut-être tu n'auras pas le temps de faire plus tard. Aller faire du vélo avec eux. Des activités qui ne coûtent rien. Non, en fait, tu as tout dit. Je dirais aussi que quand tu rentres au cégep, il y a, comme tu as dit, c'est difficile de se faire des liens parce que les gens ont come up avec un certain groupe d'amis. Donc, quand tu es rendu au cégep, tu n'as plus vraiment cette envie-là d'aller... On avait parlé de ça dans un autre épisode. Plus tu deviens vieux, plus tu deviens fermé, puis moins tu as envie d'aller vers les gens puis de faire des nouvelles connexions parce que tu n'as pas grandi avec eux, tu as plus de difficultés à les faire confiance. Ah oui. C'est ça. C'est la personne. C'est ça. On a vraiment tendance à rester proche avec les amis qu'on soit au secondaire. Mais si toi, par exemple, tu déménages dans une nouvelle ville ou whatever, tu vois, tu es dans un nouveau cégep puis tu n'es plus avec les gens avec qui tu étais au secondaire, là, ça va être plus difficile pour toi de te faire des amis parce que tu es dans un nouvel environnement. Puis les gens que tu côtoies à l'école sont encore avec leurs amis du secondaire, ils préfèrent rester dans leur cercle que d'aller faire des nouvelles connexions avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Ouais, comme tu as dit, enjoy avec tes amis et tout. Puis, ouais, man, je pense que tu n'es pas obligé de
de finir ces connexions que tu as avec tes amis aussi du secondaire. Tu peux still, c'est sûr, tu auras moins de temps pour Exactement, eux. c'est juste le temps qui diminue. Le temps qui diminue, mais tu peux still garder ces connexions-là. So. Puis aussi, ce qui arrive, c'est que au secondaire, pourquoi tu te fais plus d'amis? C'est parce qu'il n'y a pas de spécialité. Il n'y a pas de spécialisation. Tu n'as pas de programme fixe comme tout le monde apprend les maths, tout le monde apprend le français, tout le monde peut se côtoyer. Alors qu'au cégep, tu choisis un programme, donc souvent les amis que tu vas te faire, c'est dans le même programme. Parce que vous avez les mêmes centres d'intérêt, alors qu'au secondaire, c'est un peu général, donc tout le monde peut se mixer. Mais au cégep, si tu n'es pas dans le même programme, ça se peut que vous n'allez jamais vous rencontrer parce que c'est pas le même horaire, vous n'allez pas à la même heure à l'école, ça diminue la probabilité de chance que tu tombes sur quelqu'un que tu peux actually créer un lien avec. Yeah. Alors qu'au secondaire, vous êtes tout le même nombre d'élèves à le même endroit, même temps, même pause, tout. Au cégep, différentes pauses. Il y a des moments où tu vas à la cafétéria, il y a moins de gens, alors qu'eux, quand ils vont à la cafétéria, il y a plein de gens. Donc c'est ça la vie. Et ça te fait réaliser aussi que tes parents aussi, tu les vois pas souvent avec beaucoup d'amis. Souvent, tes parents, souvent, les seules activités qu'ils font, c'est avec les membres de leur famille. So, tu vas pas voir tes parents souvent sortir avec des amis, tout ça. Ça se peut que oui, c'est le cas, ben, c'est bien, c'est même très bien. Mais souvent, tu peux le revoir, tu peux le refléter chez tes parents, que tes parents souvent sortent moins. Tu rencontres peu d'amis de tes parents, il y en a peut-être un ou deux, et tu vas dire c'est l'ami de mes parents, c'est l'ami de ma mère, mais tu vas pas en avoir une dizaine que tu peux nommer l'ami de mes parents parce que plus tu vieillis, ils ont le stress, la responsabilité, chacun a leur propre vie, ça fait on care moins à propos de la vie d'un autre. Ce qui est aussi bien positif parce qu'on focalise moins sur comment la personne a l'air, au cégep tu vas le voir qu'il y a moins de jugement qu'au secondaire aussi. Les gens ont plus de temps ils ont plus de temps pour ça. Ils ont plus le temps de commencer à faire des rumeurs sur les autres et tout. Puis aussi, un autre bail, c'était qu'au cégep, tu as des horaires différents. Parce qu'au secondaire, tout le monde commence la première période, deuxième période, ensuite tu as le dîner, tu as les pauses. So, tout le monde est dans le même time. So, comme pendant les pauses, tu peux aller voir tes amis et tout. Mais si toi et ton ami, vous êtes dans le même cégep, mais vous avez deux horaires complètement différents, lui, ses cours sont pendant tes pauses à toi. Tu peux plus vraiment chill avec lui pendant les heures d'école, you know. Exactement. Ici, exemple, il vivait loin, puis le seul endroit où vous voyez, c'était l'école. Ben maintenant, vous allez presque pas vous voir aussi. Yeah, c'est ça. Non, un de tes premiers points. So, moi, le premier bail que je voudrais mentionner, c'est que ton succès va prendre du temps. Parce que moi, j'étais un gars qui faisait de la musique quand j'ai commencé à 16 ans avec mes vidéos sur Facebook et tout. Puis, je pensais que ça allait arriver du jour au lendemain, tu vois. Puis, je pense qu'on a les réseaux sociaux à blâmer pour ça, parce qu'on voit souvent des jeunes qui sont rendus des millionnaires, qui font beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce qu'on ne comprend pas, c'est que les réseaux sociaux, c'est seulement le highlight reel des gens. Donc, on a souvent tendance à comparer notre vie à la vie des gens aux réseaux sociaux sans savoir que ces réseaux sociaux-là, c'est même pas leur vraie vie, c'est juste leur highlight. Et des fois, ils peuvent même mentir sur les réseaux sociaux parce que tu sais pas si la Lamborghini que tu vois, si elle a été rent, puis si elle a été louée, ou si actually c'est la Lamborghini à lui. Et on se compare aussi souvent au 1% des gens. Parce que tu peux vivre dans une ville, par exemple, de 100 000 personnes, et dans ces 100 000 personnes-là, il y a seulement 1% de ces gens-là qui sont, par exemple, des millionnaires ou qui font beaucoup d'argent. Mais c'est comme si les réseaux sociaux, c'est condensé. Donc, tu peux voir... Ça montre juste ceux qui réussissent. Exactement. Et ça aussi, ça dépend aussi de qu'est-ce que tu consommes sur les réseaux sociaux. Si tu consommes beaucoup de gens comme ça, tu vas en voir plus. C'est comme si ça condense juste des gens successful et ça te fait croire que tout le monde... C'est ça. C'est pareil pour les gourous, pour tout ça, ce que tu vois. Ben, les gens qui ont des courses, whatever, c'est que ça te fait croire que lui, il te dit oui, je peux réussir, donc tout le monde peut réussir. Mais c'est faux, c'est pas tout le monde qui est fait pour ça. Le système est fait d'une manière qu'il faut des faibles, il faut des forts, que tu l'aimes ou pas. Il faut des gagnants, il faut des perdants, sinon il n'y aura pas de gagnants si tout le monde gagnerait. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que il y a seulement 1% de la population qui peut devenir millionnaire. C'est pour ça que les statistiques sont tellement difficiles à rentrer dedans. Je dirais aussi de focuser sur le processus et non sur le résultat. Parce que quand tu es jeune, tu commences tes projets. À chaque fois qu'on commence un nouveau business, une nouvelle idée qu'on a, on se dit tout le temps, ça va marcher du premier coup. Puis c'est quand ça fait plusieurs mois, même des fois plusieurs années, qu'on réalise que, OK, c'est pas si simple que ça. Moi, je dis beaucoup aux gens de focus sur le processus parce que c'est le processus qui va te faire grandir en tant qu'homme. C'est pas nécessairement le résultat parce que si tu as les résultats du premier coup, ben, tu manques tout ce développement personnel-là qui t'a pris pour te rendre là, tu vois. Moi, honnêtement, je pense que en tant qu'homme, c'est mieux si ça te prend plus de temps parce que là, tu as plus de leçons à apprendre. Puis ça va juste te rendre un homme plus fort, un homme qui a plus de connaissances. Puis... Ça revient sur un des points justement que j'avais. Quand tu dis, quand on a des projets, quand on est jeune, on rêve plus que maintenant, ce qui est très bien. Même qu'on devrait continuer à rêver, même quand on est adulte, parce que souvent, c'est vers 17 ans que les gens commencent à s'acheter dans tes rêves. Puis ça revient justement, quand tu as des projets, ça revient à des trucs. Un des points, c'est n'écoute pas les commentaires négatifs des autres. N'écoute pas les commentaires négatifs des autres. La majorité du temps, sont souvent des reflets de leur peur et de leur crainte. Et aussi, pas juste de leur peur et de leur crainte, mais aussi de leur regret.
Parce que aussi parfois, parce que eux, là où ils n'ont pas réussi, ils veulent que toi tu t'arrêtes avant que tu tentes ta chance. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont te dire, ah, essaie pas de devenir pro parce que moi j'ai essayé puis pour de vrai t'as pas réussir. Donc c'est pas toujours leur crainte, parfois c'est juste leur résultat merdique à eux qui veulent ils veulent t'empêcher de le faire parce qu'ils croient, soit parce que parfois ils le font d'une manière pour essayer de te protéger d'être déçu, mais même si tu es déçu ou pas, l'important c'est pas nécessairement le résultat, c'est le fait que tu as essayé à la fin de la journée. Puis c'est ça que tu vas transmettre à tes enfants. Savais-tu que dans nos gènes, by the way, quelqu'un qui a tendance à être dépressif, souvent, son enfant aussi va naître avec les tendances de devenir dépressif. C'est pareil pour un winner. D'après toi, pourquoi les winners, leurs enfants sont aussi naturellement athlétiques, sportifs? LeBron James, son fils, pourquoi il est naturellement gifted? Oui, il est grand et tout, mais il aurait pu ne pas aimer le sport. C'est parce que notre personnalité aussi se transmet à nos enfants, by the way. Tu le vois souvent quand, exemple, tu vois des memes là-dessus, oh, des mères folles, leur fille aussi est folle. Mais parce que c'est vrai, nos personnalités. So, même si tu n'abandonnes pas et tu fais ton rêve, n'oublie pas que tout ton mindset que tu builds va se transmettre à ton enfant. Une partie de ton mindset se transmet à ton enfant. Donc si tu es un loser parce que tu as abandonné, techniquement tu perds juste quand tu abandonnes. Tu peux pas perdre si tu n'as jamais abandonné. C'est comme si moi toute ma vie je veux devenir pro basket et je continue toute ma vie, un jour je vais avoir mon contrat, puis quand je vais l'avoir, ben, juste le fait que j'ai réussi à faire ça, je sais que mon enfant va avoir ces valeurs-là parce que j'aurai quelque chose à expliquer à eux, puis ils vont juste naître avec. C'est prouvé en plus que les enfants naissent avec certaines psychologies de leurs parents, comme la dépression. J'avais vu ça sur aussi la dépression. Exemple, quelqu'un qui est souvent suicidaire ou dépressif, ça peut se transmettre à son enfant aussi. So, n'écoute pas les commentaires des gens. Souvent, je vous dis, c'est un reflet. C'est ça que je voulais dire par rapport à ce que tu disais des projets. On a souvent des projets, puis quand on est sur le point de devenir adulte, c'est là que les adultes vont vouloir te shut down là-dessus parce que eux, ça fait 10 ans de leur vie qu'ils sont coincés dans une rat race, puis ils sont coincés dans la réalité ils font quelque chose qu'ils aiment pas. Donc toi qui rêves de faire quelque chose que tu aimes, c'est l'impossible pour eux. So, écoute pas ça. Moi, j'aurais aimé ça, savoir ça plus tôt parce que je trouve que souvent, il y a des choses que j'ai arrêtées ou que j'ai perdu la motivation parce que les gens arrêtent pas de me dire c'est impossible pour toi de réussir. C'est impossible parce que personne ne l'a fait, mais pourquoi tu ne pourrais pas de la... C'est toujours impossible jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Soit tu vas laisser quelqu'un d'autre prendre le highlight de ça, prendre le succès de ça, faire l'histoire de j'ai réussi à faire ça, ou soit tu vas être le premier à l'avoir fait. Donc tu dois te décider, est-ce que tu veux être celui qui va faire l'impossible ou tu vas laisser quelqu'un d'autre faire l'impossible devenir possible. Et une fois que lui fait l'impossible devenir possible, là tu vas suivre ses traces. Mais toujours, on va te comparaître à celui qui l'a fait la première fois. On va te comparer à celui qui l'a fait la première fois. So, moi, je voudrais pas être celui qu'on compare. Je veux être celui qui crée quelque chose, qui fait l'impossible pour qu'après, tous les gens qui le font suivent mes traces et disent ok, c'est ça, laisser un legacy. C'est juste ça. C'est genre. Exactement. 100%. Il y a des gens qui, comme tu as dit, il y a des gens qui disent que tu peux pas réussir parce qu'eux, ils n'ont pas réussi. Puis je pense que c'est pour ça que c'est important de garder tes rêves pour toi puis de protéger tes rêves. Parce que c'est sûr que la majorité des gens ne vont pas comprendre, même si c'est tes amis proches, même si c'est ta famille, ta mère, ton père. Faut que tu t'attendes à ce que si eux, ils l'ont pas fait, ça va être difficile pour eux de croire à ces rêves-là. C'est pour ça que c'est important de garder tes rêves pour toi. Puis juste travaille dans le secret, puis laisse les résultats parler pour toi. T'as pas besoin de parler, de dire c'est quoi tes ambitions et tout. Mais juste continue à travailler, keep your head down, keep working, puis ça va arriver. Puis quand justement les résultats vont arriver, c'est là qu'ils vont commencer à croire en la vision. Tu peux pas expect. On a souvent tendance à, quand on a une idée, on veut le dire à tout le monde, puis on expecte à ce que les gens croient en la vision aussi. Croient ou nous motivent, alors que c'est plutôt le contraire. C'est ça. So, like, quand tu as une idée en tête, essaye pas de tout le temps dire au monde entier. Juste, je pense qu'il y a aussi un aspect qui est bon là-dedans, parce que ça te garde, genre, accountable dans le sens que si par exemple je te dis je veux faire ci, je veux faire ça, là je l'ai dit, sur là j'ai pas le choix de le faire parce que sinon je vais juste avoir l'air bête, tu vois, d'avoir dit à tout le monde puis qu'après j'abandonne. C'est comme ça, garde un peu accountable, mais il faut que tu dises aux bonnes personnes, c'est ça l'affaire. Faut pas que tu le dises à n'importe qui que tu sais qui va te décourager ou qui ne croirait pas en ta vision. Exactement, ça c'est un truc que on pourrait nommer comme un point. Ne perds pas de temps à expliquer un grand projet à des gens qui ont un small mind. Mm-hmm. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que souvent, quand on est jeune, on a tendance à dire à tous nos amis, nos entourages, comme tu viens de le dire, nos projets. Oui, de notre bord, c'est pas bon parce qu'on préfère mieux laisser notre action parler. Mais de ton bord, ce que tu veux faire, c'est parce que souvent, tu perds ton temps aussi. Tu perds du temps à expliquer quelque chose à quelqu'un qui peut pas comprendre ta vision. Ça, c'est un truc que j'aurais dû comprendre plus tôt. Parfois, j'expliquais des projets que maintenant, les mêmes gens que j'expliquais ces projets quand j'avais leur âge, maintenant, c'est comme « Oh, wow, t'as réussi. Est-ce que je peux faire la même chose? » Mais ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que moi, ça fait... Quand j'étais dans la même classe que eux, que je faisais ce projet. C'est quand j'étais en secondaire 3, secondaire 4, secondaire 5, je faisais du trading. Puis les gens me voyaient, parfois j'amenais mon laptop devant, je tradais. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je fais du trading. Ah, ok.
Et ils continuent à jouer avec les filles, faire ci et ça. Comme moi aussi, j'ai passé avec ce temps-là, je vais pas te mentir, je n'étais pas parfait. But like, quand je travaillais ces petits projets-là, ça marchait pas. Ok, tout le monde était correct. Maintenant qu'ils voient que actually, je vis de ça, et je vais pas vous mentir, parfois c'est difficile. Comme, il y a des temps où, comme, est-ce que je devrais retourner get une job parce que c'est pas toujours constant, mais parce que j'ai tellement travaillé sur un projet, ça m'a payé 4 ans plus tard. J'ai tué depuis 4 ans. So, c'est un compound interest, c'est pour vous dire, mais si j'aurais gagné, le temps que j'aurais gagné, c'est éviter de parler de ce projet à tout le monde. Parce que j'ai tellement perdu du temps parfois à expliquer à mes cousins, cousines, ma mère, c'est quoi, que maintenant ils me le redemandent. So, même ça veut dire que peu importe comment je les ai expliqués il y a longtemps quand j'avais pas de résultat, ils comprenaient rien, ça passait par là, ça sortait par là. Alors que maintenant que ça réussit, mais ça marche, maintenant ils écoutent pour vraiment apprendre. Genre, j'ai un exemple, ma famille, avant que j'ai nommé trading, c'était vite fait, ah ok d'accord. Maintenant que ça marche, ils ont plus, j'ai remarqué que l'écoute est différente maintenant parce que maintenant c'est une écoute pour comprendre qu'est-ce que tu fais vraiment. Alors que s'il n'y a pas de résultat, les gens vont souvent juste écouter et dire ah ok ils rêvent. C'est pas le même type d'écoute. Fais en sorte que ton grind parle tellement pour toi que les gens viennent te demander qu'est-ce que tu fais. Et non toi qui lui dis qu'est-ce que tu fais. Ils veulent savoir qu'est-ce que tu fais et ils veulent faire ce que tu fais. So, c'est une parenthèse à ce que tu disais. Donc, le prochain point, ça serait de développer des compétences à revenus élevés. Puis ça, on appelle ça en anglais des high income skills. Parce que je pense que c'est avoir une compétence à revenus élevés, c'est vraiment une fondation pour devenir riche. Parce qu'il faut que tu comprennes que si tu veux devenir riche, il faut que tu apportes de la valeur aux autres. Et ça, tu vas le comprendre quand tu commences un business. Tu ne fais pas d'argent si tu n'apportes pas de la valeur avec quelqu'un d'autre. So, il faut que tu aies un service ou un produit qui va donner de la valeur à l'autre personne. Et c'est comme ça que cette personne-là va te donner son argent. C'est comme ça que tu fais de l'argent. Tu ne peux pas créer de l'argent comme de l'air. Il faut que quelqu'un te donne son argent. Et comment est-ce que cette personne-là va te donner son argent? C'est quand toi, tu vas lui apporter un service ou un produit qui peut changer sa vie, lui donner un bénéfice pour sa vie. You know? So, il faut que tu apprennes à développer certaines compétences qui vont justement te permettre d'apporter de la valeur aux gens. Puis je pense que c'est une fondation pour être riche. C'est quelque chose que le plus jeune que tu commences, le mieux c'est parce que tu auras plus de temps pour développer ce skill-là et aussi tu as le temps d'en apprendre plus. Parce que plus ton panier est gros, tu vas jamais genre crever de faim parce que tu auras tout le temps une compétence que tu peux tomber dessus pour manger. Tu vois, comme par exemple vente, marketing, ça c'est des skills que peu importe on est où dans l'histoire du temps, genre ça va tout le temps être en demande, you know. Il faut tout le temps que tu sois capable de sell, il faut tout le temps que tu sois capable de faire un bon marketing, puis ça, les compagnies vont tout le temps être demander ça. un bon vendeur et être aussi savoir mettre ton produit au bon endroit et au bon moment. Et à la bonne personne. Tout le temps, c'est tout le temps, peu importe. Parce que tu peux avoir le bon produit, mais si tu sais pas être un bon vendeur, tu peux vendre un bon produit, être un bon vendeur, mais si tu le vends à la mauvaise personne, la personne ne va pas revenir. So, tu as techniquement scam. Genre, moi, je ne vais pas vendre un aspirateur à quelqu'un qui n'a pas besoin d'aspirateur, exemple. So, oui, il va l'acheter une fois parce que j'ai réussi à le faire croire qu'il en a besoin. Mais si je veux qu'il revienne, il faut dès le début, je target quelqu'un qui en a vraiment besoin. C'est un exemple que je donne random, là. Mais c'est pour te dire, puis en développant une compétence à haut revenu, ça te garde aussi important pour la compagnie ou pour la personne que tu travailles pour ou peu importe ce que tu fais. Parce que sinon, tu es facilement remplaçable. Tu es facilement remplaçable. Ce que je veux dire par tu peux être facilement remplaçable aussi, c'est que les gens souvent qui ont des jobs, des average jobs, exemple, travailler à McDo, whatever, sont facilement remplaçables. À la limite, tu fais une connerie, ils peuvent te renvoyer s'ils ont les bonnes raisons pour, des raisons valables. Mais si tu es là, puis tu fais quelque chose que la majorité ne peut pas faire parce que tu le fais tellement bien, ils ne peuvent pas te renvoyer. Je connais, exemple, quelqu'un qui fait tellement bien sa job que parfois je leur dis tu travailles tellement fort pour rien parce qu'à la fin tu te fais payer la même chose au Tim Hortons. Exemple, il y a une fille que je connais, elle travaille tellement fort qu'on la met toutes les tâches chiantes, genre travailler à la bake. Ceux qui savent travailler au Tim Hortons savent c'est quoi. Tout le monde travaille avec le café, toi tu t'en vas faire littéralement les donuts, tout ce qui est salissant. Parce que c'est la seule qui sait comment le faire. Moi quand j'ai travaillé au Tim Hortons, j'ai dit littéralement, quand ils m'ont dit, j'ai dit non, j'ai pas envie d'apprendre. Puis ils ont tellement besoin de gens qui, même si je l'ai dit cette réponse-là, ils m'ont quand même gardé. So, je l'ai dit, moi, je ne vais pas faire ça. So, pourquoi? Parce que je sais que si j'apprends ça, je sais déjà qu'il y a comme 2-3 personnes parmi tout le floor qui savent le faire. So, chaque fois qu'ils auraient besoin de quelqu'un de le faire, qui vont envoyer ceux qui savent le faire. So, prends ces compétences-là et mets-les au bon endroit parce que si tu les mets au mauvais endroit, c'est-à-dire que cette fille qui sait bien faire ce travail-là, c'est-à-dire qu'elle est capable de faire un travail avec qui a beaucoup de stress, très vite et efficace. Si elle le mettait ailleurs, dans une compagnie qui le paierait qu'il paierait mieux pour ses résultats. Ou si elle ferait pour elle-même. Pour elle-même, exactement. Ouais. Ça serait ça t'amènerait dans un autre différent stade. Il faut vraiment, comme tu veux le dire, d'avoir ces compétences-là, mais savoir aussi où les mettre. Parce qu'il y en a qui sont très focus, exemple, qui vont au gym tous les jours. Mais si tu mettrais cette dédication-là à le business que tu as commencé, mais par contre, quand tu vois leur business, c'est sloppy.
So, c'est pour te dire, il faut savoir les mettre au bon endroit et les donner à la bonne personne parce que si la personne ne te paye pas assez pour ça, pourquoi tu ferais ça? Comme l'exemple du Tim Horton. Moi, c'est impossible que je ferais une job que personne d'autre sait faire sur le floor, mais qu'on me paye la même chose. Puis j'ai expliqué ça à cette fille-là, elle le fait quand même. Ça, c'est ton truc à elle. Mais parce que moi, j'ai le mindset capitaliste, entrepreneur. Si je fais plus, je dois gagner plus. C'est juste. Mais ça, c'est juste parce que tu as une mentalité différente des autres. Puis ça, je trouve que On appelle ça être capitaliste. C'est ça. Puis je trouve que c'est dommage parce que c'est pas une mentalité qu'on promouvoit à l'école. Parce qu'à l'école, ça nous apprend à être des employés. Si tu veux être un bon employé, va à l'école. Puis c'est comme ça que tu vas. Mais c'est ça l'affaire, c'est que tout le monde est à l'école maintenant. Puis on n'a pas assez d'écoles d'entrepreneuriat. Des gens qui sont prêts à former des entrepreneurs. Comme, oui, c'est sûr qu'on a besoin de gens qui vont à l'école pour être employés. Parce que c'est comme ça que l'économie roule. On peut pas avoir, comme tu as dit au début de l'épisode, c'est pas tout le monde qui peut être millionnaire, qui peut être dans le 1%. C'est pour ça que c'est le 1% justement. Mais il faut aussi être capable de former des entrepreneurs qui vont justement créer l'économie parce que c'est nous qui font rouler l'économie, parce que c'est nous qui... On emploie des gens, tu vois, on a des employés, puis c'est comme ça que l'économie roule, tu vois, parce qu'on arrive à faire de l'argent, tu vois, avec nos compagnies. Tu vas pas apprendre des compétences à haut revenu à l'école. Comme oui, tu vas en apprendre, mais l'affaire, c'est que ça prend beaucoup trop de temps. Parce que les mêmes compétences que tu apprends à l'école, tu pourrais acheter une formation en ligne, puis en quelques mois, commencer à te faire de l'argent, you know. So, oui, l'école, et aussi l'école, ça va t'apprendre à être employé avec ces compétences-là. Alors que si tu vas à une formation en ligne où tu l'apprends par toi-même, ça va t'apprendre à faire de l'argent par toi-même. Et Par ça, ces compétences. Faut que tu arrives à monétiser. Ça, c'est un skill que je dirais aux gens qui ont 17 ans, vraiment. Faut que tu arrives à monétiser ce skills-là. Si t'es bon en chant, faut que tu trouves un moyen de faire monétiser. Si t'es bon en cuisine, faut que tu trouves un moyen de te monétiser. Mais l'école t'apprend pas à le monétiser, il t'apprend à le faire servir pour un autre. Ouais, c'est ça. Et aussi, un autre bail que je voulais dire, c'est ces compétences-là, quand tu les apprends à l'école, le problème avec ça, c'est que tu n'as pas d'expérience. Si tu prends ces compétences-là et tu les appliques dans le marché, ben, à l'école, par exemple, c'est des professeurs qui vont te noter. Mais si tu les fais par toi-même, c'est le marché qui va te noter. Tu ne vas pas avoir de clients, tu ne vas pas te faire d'argent. Donc là, tu n'as vraiment pas le choix d'apprendre. Alors que si tu es à l'école, c'est comme... C'est juste des professeurs qui vont noter sur like. Si tu le fais à ton propre compte, tes résultats, ça va être tes incomes. Si tu veux pouvoir vivre le lendemain, pouvoir manger, il faut que tu le fasses. C'est comme justement, moi, ça, j'aimais ça, ce côté-là, être sur le terrain, c'est parce que pour générer, pour aller au cinéma, pour inviter ma copine au resto, whatever, pour payer, whatever, j'ai pas le choix de générer. Sur le moment, ça roule pas, je suis obligé de trouver une solution. Et c'est ça qui développe ton mindset aussi. Parce que à l'école, on est confortable, tu vois. Même si tu coules, tu peux quand même reprendre le cours la session prochaine. Mais si tu fais pas d'argent, là, tu peux pas vivre, you know? Ce qui arrive, les moutons, les gens normaux de la société, je vous le dis, souvent vont commencer un projet avec le confort ils vont expect encore plus de confort. Exemple, ils vont aller faire un investissement, comme je le disais, puis ils vont choisir ce qui a le moins de risque possible. Ils veulent commencer avec le confort. Alors que les vrais entrepreneurs, les vrais big dogs, comme je dirais, eux, dès le début, choisissent quelque chose. Ils commencent dans le déconfort. Le déconfort, comme on pourrait dire. Ils vont sacrifier leur confort pour aller sortir de leur zone de confort, comme je pourrais dire, pour vraiment développer ce côté entrepreneur, ce mindset-là, travailler ce skills-là, pour qu'ils deviennent tellement bons que ça devienne leur zone de confort. Donc les entrepreneurs commencent en dehors de leur zone de confort, puis le monétisent tellement bien que ça devient une zone de confort. Ils font l'opposé. Tout le monde choisit le confort. Ils veulent plus de confort plus tard, mais ça fait que ce confort que tu choisis maintenant, aller au club la fin de semaine, puis la semaine travailler, cette vie que tu acceptes maintenant, ben, ce qui arrive, c'est que souvent, ça va te mener à un chemin encore plus difficile plus tard. Alors que la vie que nous, les entrepreneurs, on accepte maintenant, de travailler fort et que plus tard ça va payer, ça nous mène toujours à un futur mieux. Même si on n'atteint pas le million, on est toujours plus proche que toi qui n'a jamais voulu atteindre ce montant-là. C'est ça, si tu veux grandir, tu n'as pas le choix de sortir de ta zone de confort. Puis tout le monde commence quelque chose en ne sachant rien. Comme tu n'as pas appris à marcher du jour au lendemain, tu as dû être dans ta zone de déconfort. Tu as dû avoir un mentor. Tu as dû avoir un mentor. Aussi, le rôle de mentor, ça c'est un point que je voulais dire. Si j'avais 16 ans, c'est comme même pas 16-17 ans, une des points que je voudrais dire, c'est vraiment ne pas sous-estimer un mentor. Tu gagnes plus de temps, le nombre de choses, de business. Yosakura, je te garantis, j'avais une ligne de vêtements que si j'avais eu un mentor dès le début dans la mode, j'aurais passé au prochain niveau plus vite. J'ai sous-estimé. Moi, je sais que quand je vais rouvrir mon brand, parce que je compte rouvrir mon brand, avant de le rouvrir, 5 à 6 mois avant, je vais prendre un course à propos de l'ouverture d'une ligne de vêtements. Juste pour ça. En ce moment, puis un course modernisé, ça veut dire pas un course old school, ça veut dire comment créer une ligne de vêtements maintenant. Je veux savoir avec les nouveaux outils, avec les AI, comment créer un brand maintenant qui me performerait bien. Souvent,
Ça m'a pris du temps, j'étais têtu de savoir qu'il faut investir sur le moment présent, sur un mentoring sur le moment présent. Parce que ce qui marche avant ne marche plus maintenant. Si te fier juste sur le book, ça marche pas. Tu vas apprendre de tes erreurs, alors que si tu as un mentor, il va direct te donner un blueprint. Et tout ce que tu vas apprendre, souvent, ce qui va t'empêcher de réussir après avoir un mentor, c'est juste le nombre d'efforts et de temps que tu mets par jour. Ça va même plus être ton game plan, ça va juste, est-ce que tu respectes vraiment ce qu'il te dit de faire? C'est ça, parce que le plus gros truc, c'est de trouver le game plan. Une fois que tu as le game plan, le plus difficile, c'est de rester constant. Exactement. Mais des fois, on peut rester constant avec le mauvais game plan. Puis c'est comme, you're working hard, but you're not working smart. So, Oui. dès que tu as le Tu game restes plan... constant, mais tu continues à faire des erreurs que tu aurais pu éviter en payant un mentor. C'est ça. À 17 ans, un des points que je voudrais vraiment dire, c'est de ne pas sous-estimer un mentor et te trouver un mentor le plus vite possible dans ce que tu veux faire dans la vie. Peu importe c'est quoi, ce serait un point, c'est trouve-toi ton mentor le plus vite possible. Et choisis le bien. Parce que le mauvais mentor va juste te faire sortir de l'argent sans rien t'apprendre. Un mentor n'a pas besoin de t'aider à générer de l'argent. Il a juste besoin de t'apprendre quelque chose qui va te servir à faire ce que tu veux faire dans ta vie. Donc si dans ta vie tu veux faire de l'argent, trouve un mentor qui va te donner comment faire de l'argent. Pas te donner l'argent, mais comment le faire. So, si tu veux devenir docteur, peu importe, trouve quelqu'un qui va t'amener un value que tu pourras utiliser une fois que tu commences ta carrière. Et aussi, un point qui est important, c'est de fail fast, comme d'échouer rapidement. Et un mentor, ça peut t'aider à faire ça parce que quand tu as un mentor, il t'aide à traverser tous les obstacles que lui, il est passé à travers. Donc, ça t'aide à juste accélérer ton processus. So, moi, je dirais, genre, prends pas beaucoup... Quand tu n'as pas un blueprint, ça va te causer de faire beaucoup d'échecs, puis ça va prendre beaucoup de temps. Alors que si tu réalises tes échecs plus tard. C'est ça, tu réalises tes échecs plus tard. Alors que si tu as un mentor, peut-être tu as fait 1 mois que tu as commencé ton business, et 1 mois après, tu vois que ça marche pas, soit tu get un mentor. Au lieu d'attendre 1 an avant de get un mentor, tu attends 1 mois. Mais là, tu as échoué plus rapidement, parce que là, tu as un mentor directement après 1 mois, il te dit comment faire les bonnes choses. Parfois, tu réalises pas ton erreur parce que parfois, tu te demandes pourquoi ça avance pas ton business. Sans mentor, ça te prend 1 an à faire tes recherches toi-même pour savoir qu'est-ce qui était le problème dans ce business. Alors qu'avec un mentor, direct, il va te dire, ok, c'est ça, c'est pourquoi ça marche pas. Il va te dire, montre-moi ton game plan, ok, voici pourquoi ça marche pas. Parce que faire des erreurs, le problème, c'est que parfois, on fait des erreurs sans même s'en rendre compte, si on sait pas. Faut qu'on a quelqu'un qui l'a déjà fait, qui peut te dire, c'est ça l'erreur. C'est ça. Puis le bail aussi, tu peux still réussir sans mentor. Ça va juste prendre beaucoup plus de temps. Mais si tu veux réussir le plus vite possible, il faut que tu guettes quelqu'un qui peut te guider là-dessus. Un autre point que je voudrais dire, c'est reste chez tes parents le plus longtemps possible. Pourquoi? Parce que tu peux utiliser ce temps-là que tu n'as pas de responsabilité pour travailler sur tes projets, puis investir. Investir. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu es chez tes parents, tu n'as aucune responsabilité. Je vais le dire 1000 fois s'il le faut. Quand tu n'as pas de responsabilité, c'est la meilleure vie que tu peux avoir. Parce que quand tu vas avoir 18 ans, tu vas voir tes responsabilités vont être là. Tu vas devoir déclarer même des impôts. Donc, si exemple, tu as un business qui génère, c'est toi qui vas devoir, à la fin de l'année, garder un certain nombre d'argent parce que tu sais que le gouvernement va devoir te le prendre. C'est pour te dire, tu as tellement de choses qui viennent que tu vas devoir payer. Si tu te fais financer une voiture, tu as le droit maintenant à un financement, tu vas le prendre, ce financement. Tu rentres dans un game où tu dois toujours sortir de l'argent. Alors quand tu es chez tes parents, à 17 ans, tout le monde dit, je veux prendre mon propre appartement, aller avec ma copine. Ne fais pas ça dès le début. Genre, même moi, j'ai failli faire cette erreur-là. Reste chez tes parents le plus longtemps possible parce que le plus longtemps tu es chez tes parents, le plus longtemps tu peux build du wealth. Parce que du wealth, pendant que tu as zéro cash qui quitte ton compte de banque, pendant que tu as zéro dette, tu peux build de l'argent. Et tu peux économiser aussi. Économiser et surtout investir. Si j'avais 16, 17 ans, je savais investir comme maintenant je sais investir, j'aurais fait des moves. À place de dépenser 500$ pour ça, aller dépenser 100$ pour la ronde, aller pour un Airbnb, j'aurais fait des moves comme Bitcoin. C'est plein d'affaires que maintenant je sais c'est quoi le game plan. Je sais que si je revois une offre comme ça, je vais la faire, je vais la prendre. Mais si je savais ça il y a 17 ans, j'aurais saisi ces opportunités parce qu'il y a tellement d'opportunités qui se présentent à toi. Des projets, exemple, quand j'étais jeune, primaire, secondaire, début secondaire, j'entendais parler des projets comme Tesla. Personne ne croyait à ça, les voitures électriques. Je voyais ça dans les petits magazines que tu achètes là, pas cher. Là. Et quand je voyais ces projets futuristes, j'étais comme, c'est dans longtemps, 2030. Les gens dans les commentaires disaient vraiment, c'est en 2030 ça. C'est venu plus vite là, 2020. Ça veut dire, ce que tu vas voir, un projet va venir plus vite que tu le crois parce que plus la technologie avance, plus la technologie rend le processus plus vite. So, tu penses que ça va prendre plus de temps, mais tu oublies que maintenant, on n'a pas juste des humains qui travaillent sur ce projet-là, on a aussi des robots qui travaillent sur le même projet. Donc, surtout, prends ce temps-là pour investir. Renseigne-toi sur le marché en ce moment. C'est quoi le futur dans 2 ans? C'est quoi le futur dans 5 ans? Et investis. Mets toute ta famille dans ce projet-là. Tu vas voir, tu pourrais être le prochain Bill Gates si tu voudrais. Mais il faut vraiment que dès le début, tu prends ta vie en main. Moi, si j'aurais su ça il y a longtemps, je vous garantis, en ce moment, je ne serais même pas dans la position que je suis en ce moment. Exact. Puis, je suis d'accord avec toi aussi du fait que quand tu es chez tes parents, c'est là que tu peux prendre plus de risques parce que c'est plus difficile de prendre des risques quand tu as des responsabilités. Comme par exemple, nos parents, là, ils peuvent pas prendre le même genre de risque que nous, on prend live
en étant chez eux puis en étant à l'abri, tu vois. So, je pense que le meilleur moment de commencer tes projets, le meilleur moment de commencer tes rêves et tout, c'est vraiment quand tu es chez tes parents parce que c'est là que tu peux avoir perdu tout ton argent, avoir beaucoup de dettes et tout, mais à la fin de la journée, tu as still un lit, tu as still un endroit où manger, un endroit où rest your head, you know. So, je pense, prends le plus de risques possible parce que les gens âgés, quand ils sont dans leur deathbed, leur plus gros regret, c'est de ne pas avoir pris plus de risques quand ils étaient jeunes. Puis ça tu vas l'apprendre quand tu vas être plus vieux, you know. So, au lieu de faire cette erreur-là, prends action aujourd'hui, puis en étant chez tes parents, prends vraiment plus de risques. Va pas en maison. Ton pire investissement, c'est acheter une maison pour toi. Pourquoi tu veux une maison? Pourquoi tu veux aussi un gros lieu pour rester chez toi alors c'est juste toi qui vas vivre là, ta copine ou comme ça sert à rien. Les maisons c'est pour quand t'as une famille. Au pire prends-toi un appartement si vraiment tu vas à tout prix quitter parce que c'est toxique chez toi. Mais prends pas une maison. Je vois des jeunes parfois qui ont eu des maisons à 18 ans, 19. J'ai même des amis qui ont fait ça. J'ai dit ah ok nice, félicitations. Mais quand je dis félicitations, je me sens même hypocrite en disant ça parce que au fond de moi je sais que c'est pas une félicitation que je te donnerais. C'est damn, tu viens de te mettre 6 pieds sous terre. Ben, bon, ça dépend comment ils peuvent faire habiter quelqu'un qui va payer le loyer pour eux, mais bon, ça c'est un autre game. C'est un autre game. Anyways, ils ont pas. Ouais, si t'as acheté une maison à cet âge-là, t'as pas la mentalité, anyways, pour te faire de l'argent avec ça, là. So. C'est ça, justement. C'est comme, tu comprends. So, y a d'autres. Si t'as le code pour faire ça, mets-le ailleurs, comme. So, c'est une petite parenthèse pour vous dire, guys, profitez de ce temps-là pour être chez vous. C'est comme, exemple, aller au gym. Quand t'es en bulking season, exemple, bulking, ça veut dire que tu manges beaucoup. Ton épicerie que tu vas faire, tu peux faire de l'épicerie juste pour toi parce que t'es chez ta mère. Ta mère fait déjà l'épicerie générale, donc ça te coûte moins cher. Donc, si tu vas acheter si tu quittes chez tes parents, t'as pas le temps parce que bulk, ça coûte beaucoup d'argent. Parce que tu dois acheter. J'ai remarqué que manger santé coûte plus cher que manger pas santé. C'est fou à dire. Acheter les bons aliments. Non, actually, c'est vrai. Moi, parce que quand tu manges pas santé, tu manges beaucoup, like, you non, go out, ouais, je comprends, mais je veux dire, non, mais ça, je parle pas d'aller au resto, je parle de manger santé dans le sens de santé et constamment. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que tu sais pas combien tu dois consommer pour prendre un bon poids. Ce que tu dois dire, c'est que tu as acheté moins cher, mais tu as acheté moins cher, mais tu as mangé à les heures que tu veux. Tu as mangé, aujourd'hui, si tu veux de la salade, tu as mangé ce qu'il y a dans le frigidaire, en fait. Donc, s'il y a moins, il y a moins. Alors que bulk, tu es obligé de manger exactement la bonne quantité. Donc, tu es obligé d'acheter souvent. J'ai remarqué qu'indirectement, tu payes plus parce que, vu que tu manges beaucoup, tu dois toujours manger la même quantité. Donc, tu dois acheter la précision. Puis aussi, les aliments de qualité, souvent, coûtent plus cher. Les aliments qui ont le plus de nutrition, le plus de protéines, coûtent plus cher. Oui, si je parle pas d'aller manger au restaurant, oui, manger au restaurant coûte plus cher. Par contre, une épicerie d'une personne normale, qui fait juste manger correctement, normal, coûterait moins cher d'un gars qui doit bulk. Parce que le gars qui doit bulk doit s'assurer de vraiment prendre la bonne nutrition, les bonnes vitamines, les bonnes protéines, les bons calories pour ce qu'il fait. Puis constamment, ce qui est le plus difficile, c'est la constance aussi. Parce que tu achètes aujourd'hui l'épicerie, s'il n'y en a presque plus la semaine prochaine, tu vas débrouiller avec ce qu'il y a. Parce que tu as le sentiment d'être rempli. Alors que quand tu bulk, tu ne dois pas avoir ce sentiment-là. Tu dois vraiment prendre ces calories. Mais tu n'as pas nécessairement besoin de bulk pour être consistant. Même si tu ne vas pas au gym, tu dois still acheter la nourriture à tous les jours. Pas tous les jours, mais si tu te sens rempli, c'est correct. Alors que quelqu'un qui bulk, même s'il se sent rempli, il va se peser puis il va voir qu'il n'a pas atteint son goal. Il doit manger. Tu comprends? Il y a une différence entre se sentir. Comme moi, je peux manger un repas et me sentir good. Comme exemple, maintenant, je fais le ramadan. Genre, je mange. Puis après un repas, je me sens rempli. Mais vu que toute la journée, j'ai pas mangé, je me force à manger. Parce que je sais que j'ai pas atteint le calorie que je dois atteindre. Alors que quelqu'un qui doit pas bulk, ben lui, ce qu'il va faire, c'est juste, ben s'il sent good, c'est correct, là, il va pas mourir de ça. C'est ça que je dis la différence, c'est que quelqu'un qui bulk, il peut pas se permettre de manger les restants. Il doit aller racheter ce qui manque pour faire un plat complet. Ouais, c'était un exemple spécifique parce que je pense pas que... Mais ça, c'est un projet, exemple. Mais ce projet-là, tu pourras pas faire un projet de bulking si tu vivrais en dehors chez ta mère, ça va être plus difficile parce que là, c'est comme t'as d'autres dépenses à faire. C'est pareil pour ce projet-là que si tu commences une ligne d'événements, peu importe ton projet que tu fais, soit le gym, l'école, peu importe, t'as plus de temps pour le faire quand tu vis chez ta mère et t'as moins de responsabilités et t'as le budget pour. Yeah, facts. Je suis d'accord avec toi. J'essaie juste de rendre ça vraiment plus minime pour dire, parce que ce que tu fais une chose, c'est ce que tu fais de partout. You know what I'm saying? C'est pareil pour le gym que pareil pour l'école. It is what it is, man. Ça va un peu avec le prochain point que j'ai qui est d'apprendre à gérer ses finances. Parce que c'est important de développer des bonnes habitudes financières à un jeune âge. Parce que tes habitudes financières, c'est ça qui va définir ta santé financière aussi. Le plus jeune que tu apprends à bien gérer ton argent, le mieux que tu vas être. Parce que tu commences à investir jeune, ben ton argent va compenser plus rapidement que quelqu'un qui a commencé à investir beaucoup plus vieux, you know. Commence à investir jeune, commence à économiser, garde tes dettes le plus bas possible parce que aussi on fait souvent des mauvaises décisions financières quand on est jeune, comme par exemple on va souvent au club, on achète beaucoup des bottles ou bien
on sort souvent, là, tu vois, puis on fait des décisions stupides. Puis, ou bien, par exemple, tu fais tomber une fille enceinte, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui va te set back financially. Là, tu n'as même pas encore build ton wealth et tu as déjà un enfant que tu dois prendre soin. Tu veux pas de prendre soin de toi-même, tu veux prendre soin d'un enfant. Yeah, c'est ça. So, juste assure-toi de... C'est selfish comme décision, je trouve. Ouais, c'est ça. C'est Très égoïste selfish. parce que cet enfant-là n'a pas demandé d'être au monde. Puis là, toi, tu le fais élever dans la souffrance et tout. Exactement. Je trouve que c'est des décisions les pires. C'est parce qu'on s'aime, on veut faire un enfant. Ok, mais le truc, c'est que dans l'amour, c'est pas comme dans les films de Disney. L'amour, c'est pas juste l'émotion, c'est aussi tout ce qui vient avec. Je vois rarement des itinérants. Quand je dis itinérants, je sais pas si ça se dit. En fait, comment on dit, c'est des itinérants, ouais. C'est des sans-abri. Des sans-abri. Ouais, c'est des sans-abri en couple. Souvent, ils sont avec leurs chiens. Parce que leurs chiens sont loyaux à eux. Comme souvent, ils sont avec leur animal. Parce que leur animal ne savent pas leur état financier. Mais tu vois pas des itinérants en couple. Parce qu'une fois que leur problème d'argent rentre dans ta vie, entre toi et quelqu'un d'autre, même avec ta famille, mais dès qu'il y a de l'argent qui rentre de ce problème-là, ça crée des conflits. C'est comme ça que les guerres sont créées, c'est comme ça que la majorité des conflits dans le monde sont créés, c'est autour de l'argent. Donc toi, qui travailles pas bien tes finances et tu veux avoir une relation ou un enfant, là, souvent les divorces aussi viennent après que tu as un enfant. Parce que pourquoi ça coûte plus cher maintenant? Genre les dépenses sont différentes, le temps aussi diminue, le temps c'est de l'argent. Donc maintenant tu vois que ta femme est toujours en train de s'occuper du bébé. C'est pour te dire que mais par contre si tu avais gérer bien tes finances, tu aurais plus de temps libre pour t'occuper du bébé avec ta femme. Ta femme ne serait pas fâchée que tu n'es jamais à la maison pour aider à changer les couches, exemple. Yeah. So, tous tes problèmes d'adultes, en général, c'est de l'argent. So, même si tu veux l'éviter, tu ne peux pas l'éviter. Parce que money rules the world. Que tu le veuilles ou pas, l'argent contrôle le monde. So, peu importe tes bonnes valeurs, l'amour va s'épanouir si vous êtes bien stable financièrement. Puis la femme doit se sentir en sécurité. Et les finances, c'est une grosse section de cette sécurité-là. C'est les finances. Très gros. Yeah. C'est comme les gens, je trouve que les gens autour de toi quand tu as 17 ans sont trop hypocrites parce qu'ils évitent ce sujet-là. À 17 ans, tu te demandes tous tes amis, la majorité s'en foutent parce qu'ils se disent ça va pas être un si gros problème. Mais la réalité va les hit quand ils vont avoir 18 ans et plus. Je vois plein d'exemples, un très mauvais exemple. Beaucoup de fraudeurs qui vous fraudaient des guiches, whatever, comme on dit à Montréal. Peut-être une guiche, passe-moi là une guiche, whatever. Là. Ils sont tous en train de travailler un couche-tard. Maintenant, je les vois tous dans les petits travails. Pourtant, au secondaire, ils faisaient des disquets qui flexaient, des 6K, des 3000 instants. Là. Mais je te garantis, ils ont tous une job. Là. Pourquoi? Mais parce que quand ils avaient cet argent-là, ils n'étaient pas intelligemment financiers. Puis souvent, quand tu fraudes, ils n'ont pas une intelligence financière. On appelle ça financially IQ. Financial IQ. C'est financial intelligence, en fait. C'est ça, IQ. So, basically, c'est comme, ils avaient cet argent-là, puis souvent avec la fraude, c'est que c'est de l'argent facile, l'argent rapide. Mais l'argent facile et l'argent rapide, c'est souvent de l'argent pas mérité. Donc, vu que c'est pas mérité, Dieu sait comment te punir de ça. Comment il te punit, c'est qu'il t'apprend pas à bien la gérer. C'est comme une expression qui dit « Fast money comes with slow problems ». So, peut-être que tu vas pas avoir des problèmes live, t'es good, t'as l'argent, mais ça vient avec des slow problems. Parce qu'après, tu sais pas la gérer. Si je te donne $1 million, quelqu'un qui a jamais réussi à stack up $1000, il va le perdre. Yeah, c'est ça. Il va se retrouver... Je parie qu'il va se retrouver avec plus de dettes. Comme ça veut dire qu'il va réussir à dépenser plus qu'1 million, donc il va quand même finir par emprunter. Parce que son lifestyle va tellement le coûter cher qu'il va finir endetté de 2 millions. C'est fou à dire. So, guys, c'est vraiment un sujet que vous pouvez pas... Même si vous aimez pas l'argent, vous trouvez que l'argent c'est tabou, ce qui est techniquement, parce que l'argent c'est la source de souvent des malheurs, c'est aussi la source de souvent des bonheurs. Pourquoi? Parce qu'avec cet argent-là, tu peux please les gens, que tu le veux ou pas. Tu veux remettre un sourire, sur ta mère, achète-la une belle voiture. Paye sa maison complète, à voir que son sourire va être là. Et tu vas me dire, mais l'argent n'est pas source de bonheur. T'as raison. Par contre, si tu payes la maison complète de tes parents, faut que tu lui achètes une voiture. Je sais pas si elle va pas sourire là, mais ça, elle va peut-être pleurer, mais ça va être des larmes de joie là. Yeah. Hey guys, sur le prochain point, et ça c'est quelque chose que je trouve que ça peut vraiment servir dans toutes les sphères de ta vie, c'est de prendre soin de ton apparence physique. Surtout au secondaire, si tu prends soin de ton apparence physique, tu vas vraiment te démarquer des autres. Parce que les gens de 16-17 ans, là, ils prennent pas soin de... Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ça ne sert pas de toujours avoir une chasse, de toujours bien être habillé et tout. Puis ça va t'aider dans toutes les sphères de ta vie, là, que ce soit pour une job, que ce soit juste pour avoir plus de respect des autres, avoir plus de respect des femmes. Juste être... Quand tu es bien habillé, quand tu es présentable, les gens vont te regarder d'une différente façon, vont te respecter. Et ça t'apporte aussi plus d'opportunités dans n'importe quel... socialement, que ce soit dans ta vie sociale, dans ta carrière, juste... Dans ta vie aussi amoureuse, ça va t'apporter plus d'opportunités dans toutes les sphères de ta vie.
Puis, t'as pas besoin d'être riche aussi pour être bien habillé. Juste avoir un beau t-shirt, avoir des beaux jeans. Juste ça, ça peut... It can come a long way. Surtout quand t'es entouré de gens dans le secondaire Ça te qui s'en différencie, foutent. c'est ça. C'est comme... Ça te différencie Ouais, facilement. ouais, C'est ça c'est- crée- c'est une manière tellement facile de te différencier des autres. Juste ça, c'est assez parce que la majorité des gens ne prennent pas soin d'eux. Ils puent, Yeah. ils prennent pas de parfum, L'hygiène, ils hygiène. yeah. So, plein d'affaires qui rendent en compte que c'est facile. Surtout si toi, tu veux être the number one person, le 1%. La première étape, ça c'est tellement facile. Juste get-toi des habits, même pas de marque. Juste c'est parce que souvent, ceux qui bossent dans des marques, ça montre un effet de broke. Comme exemple, parfois, je vois des stories de quelqu'un, comme si sans visite, pas mon problème. Il flex plein d'affaires, mais comme exemple, il achète un Palm Angel, puis tout ce qu'il filme, c'est son Palm Angel. C'est genre, c'est une marque qui est considérée luxueuse. Yeah. Mais si c'est juste ça que tu flexes comme ça, là, c'est que. Et je faisais ça quand j'étais jeune, je suis comme, hein, je montre mon. Mais souvent, les femmes qui sont vraiment bougie, qui sont dans un lifestyle que tu vas get plus tard, ces femmes-là te voient comme un broke parce qu'ils savent que les gens vraiment riches ne flashent pas ça. Mhm. Genre, s'ils le portent, ils le portent. Mais C'est ça, genre, le designer, c'est fait pour les pauvres. Parce que c'est eux qui vont dépenser de l'argent puis dessus. souvent, tu vas voir que ceux qui achètent ces designs-là, c'est ils portent, exemple, ils vont porter du Louis Vuitton, un bandana Louis Vuitton, après ils vont porter un chandail Gucci, Mhm. ils vont porter des Balenciagas, mais comme plein de marques qui ne matchent même pas, ce sont même pas fashionable, c'est juste, ils portent tout. Puis une fois, une femme m'avait dit, ça montre qu'ils sont allés dans leur placard, puis ils ont tout pris ce qui était beau, puis ils l'ont mis ensemble. Mhm. Puis souvent, tu vas les revoir avec le même outfit 2 semaines plus tard. Mhm. Parce que pour eux, c'est ça qui font leur valeur. Alors que si dès le début, tu es classe, tu portes un truc blanc, un chandail blanc, très clean, ou peu Yeah. importe, mais tu sais les boss down ensemble, tu sais les mettre ensemble, bah, t'es Mhm. correct. Bah. Yeah, Puis- c'est ça. So, like, tu vas vraiment différencier des autres. Puis c'est juste une bonne chose d'avoir de l'hygiène, d'être capable d'être bien habillé, d'être présentable. Moi, je m'assure tout le temps d'avoir un match, je m'assure tout le temps d'être bien habillé. Parce que aussi, tu sais jamais qui tu vas rencontrer quand tu sors dehors. Là. Même si je pourrais aller au dépanneur, c'est sûr que tu rencontres la femme de ta vie. Là. Tu n'aurais pas donné une chance si tu es habillé Exactement. n'importe comment. C'est ça, avec la You bonne know? manière de te se présenter la première fois, ça se peut que t'aurais eu. Yeah, t'as juste une chance pour faire une première impression. So, assure-toi d'être tout le temps bien présentable comme ça. Puis ce qui est Ouais. drôle, c'est que souvent en plus, ça se peut que c'est ça qui t'empêche de réussir dans les relations. Ça se peut que t'es très BG, comme une fois j'avais donné cet exemple-là d'une femme que je connaissais au secondaire, puis que son mec était habillé n'importe comment, puis Mhm. qu'ils sont plus ensemble. Ben, c'est ça qui ça peut arriver aussi, c'est que souvent, c'est ça qui peut-être qui empêche ton prochain niveau dans ta relation, c'est que ton physique. Puis, c'est comme exemple aussi, ce que tu portes, fais-toi respecter. Parce que souvent, exemple, tu vois, souvent ça chez les gens, c'est que, exemple, il va venir, ton ami pile sur tes souliers, ah, c'est correct, de toute façon, c'est fait pour ça. Non, c'est pas fait pour ça. C'est comme ça arrivait souvent parfois, mais moi, comme quand il avait pile sur mes souliers, je dis, ah, tu piles sur mes souliers. Là, il me dit, ah, bon, Toi, trop avant, matérialiste. toi, avant, t'étais un sneakerhead. Ouais, j'étais un peu sneakerhead, encore pire. C'est comme, beau, je marchais à l'école secondaire, les gens me poussaient, je suis comme, beau, qu'est-ce que tu fais? Mais à un moment donné, j'ai commencé à arrêter moi parce que parfois, je sais que quand on est comme encombré, c'est normal. Mais il y a des gens, littéralement, entre amis, que eux, c'est correct quand ils le font tout le temps. Je suis comme, mais beau. J'étais juste comme, mais respecte-toi. C'est genre dans ça. Ou sinon, ils vont jouer, ils vont se rouler dans la boue en portant du blanc. C'est comme, respecte ce que tu portes parce qu'à la fin de la journée, ça te coûte de l'argent. Donc, si tu es économique, arrête de les salir. Tes Air Force blancs, tu me dis, c'est des souliers, c'est fait pour marcher. C'est fait pour marcher dessus, pas pour se faire salir. Sauf si tu veux les garder le plus longtemps possible, ça te fait d'économiser de l'argent. Moi, j'étais un big sneakerhead. Puis maintenant, ça fait longtemps que j'ai pas update mon sneaker game. Par contre, mes sneakers que je portais avant sont encore Guy maintenant. Qu'est-ce que je veux dire Guy, ça veut dire beau. C'est encore beau maintenant parce que tellement Encore propre. j'étais tellement propre avec eux que le seul moment où je les ai salis, mes sneakers, c'est quand je suis allé à Cuba. Parce que là, vu que je sortais souvent au club, t'es sous, tout le monde pile dessus. Mhm. Ok, mais sinon, c'est le seul moment que maintenant, quand je reviens avec ces souliers, ils sont sales. Mais avant ça, ils étaient clean, clean, clean. Mhm. So, j'ai gardé, quand tu gardes tes trucs propres, tu peux les garder sur un bon laps de temps. Chaque fois que tu changes d'endroit, tu les portes, les gens croient que c'est nouveau. Mhm. Puis quand je les disais, non, c'est Jordan là, je les disais depuis 3 ans, ils étaient comme, impossible. Yeah. Parce que yo, je suis à keep it clean. Yeah, facts. Puis, un autre bail que j'ai remarqué quand tu es habillé présentable bien, c'est que ça affecte ton estime. Parce que quand tu sors bien présentable, tu as du parfum, tu es bien habillé, tu as ta chasse aussi. Là. Quand tu sors du barbershop, là, ta confiance, tu n'as plus la même confiance Oui. qu'avant. Là. So, imagine à chaque jour, tu as cette confiance-là d'être bien habillé et tout. Like, et aussi, surtout quand tu te démarques des autres, tu vois que tu es beaucoup plus présentable que tes amis et tout. C'est comme ta confiance va shine là. Parce Oui. que genre, tu es bien habillé, puis tu vas juste te comporter différemment. Like, moi, quand je suis bien habillé, je me sens pas de la même façon que quand je suis habillé comme un bum. Là. C'est sûr que ta confiance va être affectée. So, like, c'est même un boost d'un estime en soi d'être bien habillé. So, yeah, man, je pense que c'est important de savoir commencer ces habitudes-là à 17 ans. Puis, c'est quoi ton dernier point? Le dernier point que je voudrais vous dire, ce point est très important côté social, côté ben, comment gérer les gens, comment savoir leur représentation. Ce que je voudrais savoir, c'est la majorité des personnes qui sont autour de toi sont là pour une raison, qui les bénéficie. Ce que je veux dire par ça, c'est que tu devrais trouver ce que chaque personne a comme intérêt à être autour de toi.
et tu contrôles le game. Pourquoi je dis ça? C'est parce que en grandissant, j'ai appris que chaque personne est autour de toi pour un intérêt. Chaque personne, souvent. À part l'amour de ta mère, c'est rare de tomber sur un amour qui est juste là parce qu'il t'aime. Un amour inconditionnel. Souvent, c'est pour une raison, qu'on le veut ou pas. Parfois, la personne peut très bien cacher la raison. Souvent, les gens, entrepreneurs, sont encore les meilleurs à cacher leur raison. Souvent, comme ils vont te faire croire que ils sont juste là pour ton bien, mais souvent, ils ont toujours quelque chose à gagner derrière ça. So, même tes amis les plus proches, souvent, même ceux qui sont les plus entrepreneurs, c'est eux qui ont encore plus de bénéfices à être autour de toi. Donc, si quand tu vas apprendre à séparer, à reconnaître pourquoi ils sont autour de toi, si tu te connais bien, tu devrais savoir c'est quoi mes qualités à moi. So, en ce moment, je sais que c'est ça mes qualités. So, je sais que quand les gens sont autour de moi, c'est ça qu'ils ont besoin de moi, c'est ça qu'ils nécessitent de moi. So, en sachant pourquoi ils sont autour de toi, ça te permet de comprendre leur raison derrière chaque action qu'ils font, puis leur pensée et leur manière de voir les choses. Ça va vraiment te permettre de vraiment savoir comme leur motif. Puis en sachant ça, ben, ça va te permettre justement ça te permet d'anticiper beaucoup de choses que, comme on pourrait dire, d'anticiper beaucoup de tes malheurs. Comme moi, exemple, j'aurais pu éviter tellement de malheurs dans mon passé juste en sachant les motifs des gens, juste en sachant pourquoi ils font certaines affaires, puis me mettre à leur place, puis me dire, ok, si je veux éviter ça, je devrais faire ça. Puis, ça va aussi te permettre de reconnaître des opportunités. Parce que si tu sais que cette personne a besoin de toi, souvent, il y a des gens qui ne savent pas qu'ils ont besoin de cette personne-là. Ils vont se laisser se faire marcher dessus, alors qu'au fond, c'est eux qui ont ce pouvoir-là. C'est eux qui ont... Genre, souvent, par exemple, les leaders vont prendre quelque chose de quelqu'un alors que c'est techniquement le leader lui-même a besoin de cette personne-là. Un leader ne serait pas un leader sans une équipe. Tu n'es pas un leader sans une équipe. So, le leader a besoin de chaque membre de son équipe. So, toi qui sais tes valeurs, tu sais pourquoi ce leader t'a pris dans l'équipe, n'aie pas peur d'imposer ton respect envers cette personne-là. Mais souvent, moi, c'est un truc que j'ai appris plus tard, c'est impose ton respect parce que tu sais que cette personne-là est là parce qu'il a besoin de toi. So, puis ça va permettre de vraiment reconnaître des opportunités. J'ai appris ça souvent dans 48 Law of Powers. 48 Law of Powers, c'est un livre que j'aurais aimé lire à mes 17 ans, à mes 16 ans, le plus tôt possible. Mais pas juste le lire et prendre le temps de le comprendre. Parce que ce livre-là t'apprend vraiment à comment interagir avec les gens. Puis, parce qu'au secondaire, c'est souvent là que tu as les pires interactions au monde. Tu as des rumeurs sur toi, des choses que tu n'as jamais entendues de ta vie, que tu entends. Là, comme j'ai entendu toutes sortes de rumeurs sur moi, sur d'autres gens. So, c'est le moment où tu devrais le plus étudier la psychologie des gens parce que c'est le moment où tu en auras le plus besoin parce que c'est comme une jungle d'émotions, c'est une jungle de oh, lui il a dit ci, c'est une jungle. Et aussi, tu vas jamais être autant confronté à des interactions sociales dans ta vie. C'est vraiment dans le secondaire. Quand tu rentres dans le vrai monde, là, le monde s'en fout de toi. Là. C'est le moment. C'est le moment où tu peux vraiment pratiquer tes compétences sociales. Exactement. Puis après, ça va t'aider dans le côté professionnel parce que les entrepreneurs, c'est des sharks. Moi, tous les jours, je dois me réveiller puis me dire, quand je parle à des businessmen, souvent ils essaient de me baiser, comme on pourrait me dire. Parfois, je les parle en call meeting, puis je vois leurs moves. Parfois, je fais semblant de ne pas savoir qu'est-ce qu'ils font. Puis je fais juste semblant de OK, Tsubra, whatever, parce que je vois qu'est-ce qu'ils veulent faire, puis j'anticipe 2-3 coups en avance. Mais c'est parce que j'ai pratiqué ça au secondaire. So, quand tu veux devenir entrepreneur, ça va t'aider déjà de base de pratiquer ça très jeune, l'interaction avec les gens, savoir vraiment, chaque personne que tu rencontres maintenant, tu dois te dire c'est quoi leur intérêt à me parler. Dès que tu sais c'est quoi leur intérêt, tu as le pouvoir. Parce que maintenant tu sais pourquoi ils te parlent. C'est parce que cette personne-là a des intérêts, mais que lui, il n'a pas le même skill que toi. Lui, quand tu vas venir le parler, il ne sait pas c'est quoi que toi, tu as intérêt à le parler. So, tu dois contrôler ce pouvoir avant lui. En fait, le game dans la vie, c'est un contrôle de pouvoir. C'est un game de pouvoir. Once you have that power, you gotta keep it. Tu comprends? C'est juste une question. Foyer de là, Power va vraiment t'apprendre qu'une fois que tu as ce pouvoir-là, comment le garder, comment faire en sorte que les gens autour de toi bougent de la manière dont tu veux, qui te bénéficient. Yeah, c'est ça. Puis je pense que c'est correct aussi, genre, c'est dans notre nature de vouloir quelque chose de l'autre personne, comme de vouloir un certain bénéfice, à vouloir dire avec la personne. So, je pense que c'est correct. Même, comme tu as dit, amis proches, whatever. Puis je rajouterais même que même si quand tu es en couple, ta copine, ton copain, like, que tu veuilles ou pas, il y a still un intérêt à être avec toi. Comme peut-être que tu es un provider, peut-être que tu peux la protéger, whatever. Puis vice-versa, il n'y a rien de mal à ça. Et comprendre ça, ça peut aussi t'aider justement dans ta relation parce que si tu comprends qu'est-ce que ta femme a besoin de toi, ben là, tu peux double down sur ça et tu peux t'assurer que ok, je comble actually à ses besoins. Exactement, parce que si la journée tu l'auras pas, au moins tu vas savoir pourquoi il y a des problèmes. Donc tu vas pouvoir pinpoint tes problèmes puis pinpoint tes opportunités. Yeah, c'est ça. So, attends-toi pas à ce que les gens d'avoir un amour. Si c'est pas ta mère, il y a personne qui va genre avoir un amour inconditionnel pour toi. Like, apprends à comprendre, à accepter que c'est normal que les gens veulent un certain bénéfice de deal avec toi et comprends aussi ces bénéfices-là pour pouvoir avoir tes opportunités à toi aussi. Puis si c'est des relations que tu veux garder, que tu veux chérir, ben au moins tu sais c'est quoi que tu dois faire, pour les chérir. So, yeah. Est-ce que c'est tout ce que tu avais pour ce point-là? Ouais. Alright, guys. So,
C'est tout ce qu'on aurait voulu savoir à nos 17 ans. Ah, moi, il y a encore plein d'affaires, hein. Pour de vrai, il y a plein d'affaires, mais on Plein va d'affaires, s'arrêter mais ça, ici. c'est les main ones. Ouais, c'est les main ones. Puis je pense que c'est des points vraiment importants. Si tu appliques même quelques-uns, like, on pense honnêtement que tu auras une longueur d'avance sur tes amis puis sur tes camarades. On vient de te sauver des années d'erreurs. Yeah, facts. Alright, guys, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de like, comment, share. Abonnez-vous. Puis on se voit au prochain épisode, guys. Ciao.